Magnésium, le podcast qui rebooste les porteurs de projets et entrepreneurs de l'ESS. Une série préparée en Auvergne-Rhône-Alpes par les bonnes énergies d'Eltonic Circus et présentée par Marilyn Genevrier. Bonjour et bienvenue dans Magnésium avec aujourd'hui Priscilla Petitjean, qui est fondatrice des ateliers de l'audace, engagée pour le développement des mobilités douces, cofondatrice. On va parler donc de vélo en ville aujourd'hui. Bonjour Marilyn et merci pour l'accueil. Bienvenue dans Magnésium, le podcast de l'économie sociale et solidaire à Lyon, à Grenoble et à Saint-Étienne. N'oubliez pas, d'ailleurs j'en profite, de vous abonner à Magnésium sur toutes les plateformes de podcast. Suivez-nous, mettez des cœurs pour nous aider à continuer cette aventure. Vous nous écoutez sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast aussi pour ne citer que. Puis on est même présent sur YouTube, sur ma chaîne Marilyn en live. Je suis également accompagnée, soutenue, diffusée par la radio Lyon Demain, que vous écoutez en téléchargement. Sur l'appli Lyon Demain. Alors nous, dans Magnésium, Priscilla, on s'intéresse et on questionne comment les réseaux, comment les coopérations, les solidarités aussi permettent de construire dans l'ESS des projets pertinents socialement et pertinents économiquement. Le magnésium, c'est ce petit élément qui est un élément minéral qui est présent absolument partout, qui a un rôle essentiel dans les cellules, mais c'est un élément qui a aussi besoin d'être combiné à d'autres éléments. C'est le collectif donc que nous questionnons dans ce podcast. Quelles énergies se combinent, quels intérêts s'accordent et quels enjeux se rejoignent. Alors aujourd'hui, on va tout savoir sur ce projet qui cartonne après seulement un an d'activité, les ateliers de l'audace. C'était à la sortie du premier confinement, pour vous refaire très rapidement l'histoire, mais Priscilla nous en parlera plus en détail. À la sortie du premier confinement en mai 2020, un local, 30 mètres carrés à Villeurbanne, local dans lequel 2 ou 3 bénévoles passionnés de vélo aussi montent un atelier de réparation. Aujourd'hui, un an après, donc presque un an après, les ateliers comptent 30 salariés. Le local s'étend sur 1000 mètres carrés à Vaux-en-Velin, a donc déménagé. 14 autres ateliers vont ouvrir dans l'année en cours, je crois, dans l'année 2021. L'équipe des fondateurs a également remporté un appel à projet lancé par l'État. C'est le contrat Impact. Ça veut dire beaucoup de financement privé qui arrive pour cette année. Priscilla, cofondatrice des ateliers de l'audace et donc l'invitée de Magnésium. Bonjour Priscilla. Tout va bien dans le vélo, pour le vélo en ce moment et notamment le vélo en ville. Les ateliers de l'audace sont en plein boom. D'abord, la première question que j'ai envie de te poser, comment tu te sens toi face à ce tourbillon de réussite? En fait, pour l'instant, on reste encore pas mal les pieds sur terre. C'est-à-dire que pour moi, on en est encore au lancement. On a beaucoup de bases qui ont besoin d'être solidifiées. Donc, on essaie de garder une certaine humilité. Et d'un autre côté, on essaye aussi de profiter de l'instant. C'est un vrai rêve qu'on vit au quotidien. Et quand on regarde tout ça, quand on fait la liste, effectivement, on a un peu le vertige. Mais on espère être à la hauteur, en tout cas, de ce qu'on met en place. Ouais, c'est un rêve, une réussite qui s'explique aussi quand même par votre engagement à vous, fondateur, hein, un engagement sociétal, on peut le dire, ou environnemental aussi. Est-ce que tu peux nous redonner un peu la genèse des ateliers? Nous, on s'est rencontrés, Priscilla, il y a un an pendant le confinement. Je faisais une émission en live déjà sur Twitter et tu étais venue témoigner des coursiers solidaires, qui est une association que tu as montée finalement assez un peu en urgence, je suppose, pendant cette période, pour venir en aide aux personnes âgées, aux personnes un peu en difficulté, et leur livrer les repas. Est-ce que c'est de là qu'est partie l'idée des ateliers de l'audace? Moi, effectivement, ça fait quasiment 10 ans que je suis dans le domaine du vélo, du cycle et de la solidarité, du social. Donc, c'est vrai que lorsque j'ai lancé Atelier de l'Audace, c'était pas forcément une surprise pour beaucoup de partenaires qui m'attendaient un peu au tournant. Et du coup, je suppose que les projets que j'avais pu mener jusqu'alors, ou tout du moins mon engagement, ma façon de travailler, avait pu aussi m'accorder une certaine confiance de la part justement d'autres acteurs lyonnais au niveau du vélo. Et les coursiers solidaires, pour moi, c'était, en fait, on a lancé Atelier de l'Audace le 20 avril. Donc, c'était en même temps que les coursiers solidaires. Pour moi, les coursiers solidaires, c'est juste une responsabilité, c'est-à-dire que il y avait une nécessité à ce moment-là d'aller aider les personnes les plus fragiles. Ce dont ils avaient besoin à ce moment-là, c'était de repas, de courses de première nécessité.
On avait la capacité de convoquer un réseau de coursiers sur Lyon. Du coup, à partir de là, fallait le faire, même si effectivement j'avais d'autres choses sur le feu à ce moment-là. Ouais. Et du coup, voilà, Coursier solidaire, comme Atelier de l'audace, pour moi, c'est juste une façon d'allier le social et le cycle, qui sont deux domaines qui me tiennent particulièrement à cœur. Ouais. Tu as parlé de tes partenaires, ces partenaires qui, t'ont fait confiance parce que tu as une histoire dans le vélo, une histoire dans le social, à Lyon, hein, j'entends en tout cas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cet écosystème finalement qui, selon toi, t'a permis, de lancer les ateliers de l'audace et peut-être permis aussi de faire vivre cette année, folle? Alors oui, bien sûr. En fait, il y a eu, ce que j'ai pu témoigner en tout cas, c'était une vraie vague de solidarité quand on a lancé les ateliers. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'entreprise Adbike qui m'a dit: «OK, Priscilla, ton projet, il est génial. On te prête 30 mètres carrés gratuitement pendant 6 mois». C'est quand même très rare, ce genre d'initiative. J'ai eu Velov, Et JCDecaux alors qui... juste attends, Oui. un par un, Adbike, pourquoi Adbike? Tu les connaissais déjà? Tu étais en contact avec eux? Adbike, on va rappeler ce que c'est une entreprise qui fait du triporteur en fait et de l'accessoire pour vélo aussi. Exactement. Alors, il y a 2 choses, c'est que, quand j'étais il y a une dizaine d'années de ça, quand j'étais en études, j'étais allée au pot de lancement, du moment de ce financement, de Adbike, et du coup, j'avais pu voir son fondateur, Renaud Collin, comme étant un de mes héros. Donc voilà, donc c'est il y a 10 ans. Et puis il a également fait l'incubateur social Ronalpia, dont je suis également issue. Donc ça m'a semblé, dans une logique, voilà, essayer de me tourner vers le réseau que je connaissais, qui avait des valeurs qui étaient communes avec moi, pour leur demander, on va dire, un service, ou comment est-ce qu'ils pouvaient apporter quelque chose dans ce projet-là. Donc Adbike, il m'a dit, écoute, je te file 30 mètres carrés. Et ça a été une chance extraordinaire. Je crois qu'on le remerciera jamais assez. Mmh. Voilà, on a eu, donc moi été mécanicienne cycle chez Velov quand j'étais étudiante, pour pouvoir payer mes études, et ils m'ont vu pousser en fait depuis mes 20 ans, j'ai 33 ans aujourd'hui, et à travers mes différentes expériences vélo, et ils ont toujours voulu me soutenir. Et donc du coup là, Velov m'a dit: écoute, nous on a des reliquats de vieux outils, des choses qui, voilà, pour nos techniciens ne sont plus utiles, mais qui pour toi pourraient peut-être t'aider. Du coup, ils nous ont donné des pièces. On a eu l'atelier du Chat Perché et Janus qui nous ont donné donc des pièces détachées de vélo. Voilà, c'était la période estivale, ils avaient un surplus, et ce surplus, moi j'en avais absolument besoin. On a eu Cyclétique qui nous a permis de déplacer des vélos grâce à son camion. On a eu la Maison du vélo de Saint-Priest qui s'est également mobilisée. Ça fait déjà beaucoup d'acteurs. On a eu également Indigo Wheel qui nous a donné des vélos. Enfin, tout ça, c'est un vrai terreau pour un succès en fait. C'est-à-dire qu'avec toutes ces possibilités, si on n'y arrivait pas, voilà, il y aurait quand même eu une grosse problématique. Comment tu as mobilisé tous ces partenaires? Parce que c'est vrai que c'est assez incroyable. Tu es allé voir, tous les secteurs, finalement, tous les acteurs dans ce domaine du vélo. Comment tu les as mobilisés? C'est toi qui as pris ton téléphone? Est-ce que c'est, des rencontres à Ronalpia? Tu parlais de Ronalpia, l'incubateur tout à l'heure. Est-ce que c'est des événements particuliers? Comment tu t'y es pris? Encore une fois, c'est donc 10 ans de travail, parce que du coup, au début, j'avais pas l'intention de fonder les ateliers de l'audace. J'avais juste envie d'agir et de m'impliquer dans le milieu du domaine du cycle et encore une fois du social. Du coup, j'ai rencontré tous ces acteurs au fur et à mesure de mon parcours. Et là, effectivement, quand on a lancé l'atelier de l'audace, il a fallu justement faire preuve d'audace. C'est pour ça qu'on s'appelle comme ça. Donc, au culot, je suis allée voir toutes ces personnes et je leur ai dit: je me lance, on se lance, on a besoin d'aide, c'est maintenant, tout de suite, ce sera pas demain. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, quoi? Donc certes, c'est complètement décalé comme approche, mais voilà, ce projet nous tenait particulièrement à cœur et il méritait qu'on se mouille. Il y a un autre partenaire, que tu n'as pas cité, là, c'est la métropole, de Lyon, qui, je crois, t'a permis de déménager à Vaux-en-Velin sur un espace de 1 000 m², passer de 30 m² à 1 000 m², on en rêve tous. La métropole, alors c'est vrai que depuis 1 an, la métropole a changé de programme politique aussi, hein, avec l'arrivée d'Europe Écologie Les Verts. Ça a été le cas à Grenoble déjà il y a quelques années. C'est un vrai atout pour, le vélo en ville? Est-ce que ça te paraît plus simple? Est-ce que ce projet te paraissait possible, il y a, 2 ans, par exemple? Ah non, mais même encore aujourd'hui, il me paraît complètement impossible. C'est-à-dire que pour moi, en fait, la jeunesse des ateliers, effectivement, s'est fait initialement sans la métropole. Et quand la métropole est arrivée, nous a donné ces 1 000 m², ça a été un véritable tournant dans le développement des ateliers, parce que ça nous a permis, cet espace, d'avoir des perspectives qu'on n'aurait jamais pu avoir autrement. Nous n'aurons jamais pu créer 30 emplois si nous n'avions pas eu l'espace. Donc c'est certain que ça a complètement changé la donne par rapport aux politiques cyclables qui sont mises en place.
l'audace. Moi, je trouve que les aides de la métropole sont très bien. Et la seule chose sur laquelle je vais faire un petit peu un plaidoyer, c'est peut-être des aides pour les personnes justement les plus fragiles. C'est-à-dire qu'actuellement, on a une aide de 500 € sur l'achat d'un vélo électrique ou biporteur ou de ce genre d'acabit. Bon, voilà, les primo-arrivants dans la mobilité active qui n'ont pas beaucoup de moyens, même une aide de 500 € sur un panier global d'au moins 1500 jusqu'à 3000 €, ça fera pas une grosse différence. Donc voilà, on espère que la métropole pourra prendre des initiatives qui concernent beaucoup plus de personnes et avec beaucoup moins de moyens. Ouais. Bon, on a parlé beaucoup des partenaires. Il y a aussi une situation, un environnement depuis 2020 et cette crise Covid. Est-ce que tu penses, alors sans dire que tu as bénéficié de la crise Covid, c'est toujours un peu délicat de l'aborder comme ça, mais quand même, est-ce que tu sens que la pratique du vélo, les attentes, peut-être aussi les difficultés sociales des Lyonnais permettent à ce projet-là de voir le jour? Bien sûr, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est donc tous ancrés dans nos habitudes au niveau de la mobilité. Et la plupart d'entre nous ont l'habitude soit des transports en commun, soit majoritairement de la voiture en France et même à Lyon en métropole. Pour changer les habitudes, c'est donc une donnée scientifique, il faut réellement, un moment charnière, un moment qui nous bouscule complètement, qui nous oblige à envisager les choses différemment. Donc c'est certain que là, le Covid, ça a exactement eu cet effet-ci. De plus, les gens ont eu le temps, du fait du confinement, de maturer leur réflexion, qui a été aussi encouragée par l'arrivée des écologistes au pouvoir, entre guillemets, à Lyon et à la métropole de Lyon. Et derrière, nous, on lançait le projet en même temps. Je vous avoue que c'était réellement un pur hasard, mais ça a été une donne parfaite, comme on le dit, les étoiles se sont alignées. Ouais. On ne pouvait pas faire mieux. Il y a des limites, au développement des ateliers de l'audace? Quels sont les freins finalement que vous rencontrez? Je disais tout à l'heure que vous avez prévu encore, plus d'une dizaine d'ateliers, de nouveaux ateliers, dans cette année, c'est ça? D'ici 1 an? Non, sur 5 ans. Sur 5 ans? Là, Ah bon ça va, d'accord. Je suis allée encore plus fort, j'allais encore plus ah vite. ouais. Mais attention, parfois on a des surprises, Priscilla. Quelles sont les limites du développement? Aujourd'hui, tu es installée à Vaux-en-Velin, à Villeurbanne, c'est en pleine ville, proche du métro. Est-ce qu'on peut imaginer des ateliers, de réparation, partout sur le territoire de la métropole? Alors pour moi, il y a 2 ou 3 aspects qui sont limitants. Le premier, c'est que par exemple, nous, on a déménagé donc à Vaux-en-Velin-la-Soie et le public ne nous a pas suivis. Actuellement, on est quand même particulièrement en difficulté parce que en fait, on a beau communiquer, on a installé un panneau de 6 mètres de long sur, je crois, 2 mètres de haut. On ne nous voit pas à partir de la piste cyclable, à partir des grands axes traversants et du coup, on a perdu une grosse partie de notre clientèle et on a vraiment besoin d'être aidé sur poser des panneaux près des transports, près des pistes cyclables, des pochoirs, ce genre de choses-là. Et malheureusement, la législation actuelle bloque un peu. Il y a quand même 30 emplois actuellement qui en dépendent. Donc oui, le secteur géographique est à mon sens une limite qui sera dépassée par la communication. Encore faut-il y mettre les moyens derrière. La deuxième chose, c'est que le milieu du cycle est en pleine expansion, mais est particulièrement concurrentiel. Ça demande chaque jour de savoir se repositionner, de savoir quels sont les engagements qu'on prend, quelles sont les responsabilités que du coup je prends au quotidien par rapport à toute l'équipe, pour ne pas marcher sur les pieds du voisin, parce qu'il y a plein d'autres initiatives qui sont lancées, qui sont en place et qui sont vraiment vertueuses, qu'on veut pas du tout entamer, et d'autres où on se dit nous on aimerait bien pouvoir faire notre place ici. Comment on fait, comment on y va. Donc la concurrence également. Et la dernière limite à mon sens, c'est l'idéologie. C'est-à-dire que nous, on a une vraie volonté de faire en sorte que l'insertion ne soit reconnue autrement que comme une main-d'œuvre pas chère, exploitable, on va dire un petit peu le bras armé de la production du cycle. Ouais. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, hein, mais vous travaillez beaucoup avec sous forme d'ateliers d'insertion dans ces 30, salariés. Ça aussi, ça fait partie de l'engagement social. Tout à fait. Donc, en fait, on est une association d'insertion et notre cœur de métier, c'est de former des personnes éloignées de l'emploi au métier du vélo, donc au métier de technicien cycle. Donc on répare des vélos. Par exemple, là, en 1 an, on a réparé plus d'1 millier de vélos. Et du coup, c'est vraiment hyper important en termes d'impact, ce qu'on est capable de réaliser, sachant que nous, notre objectif d'ici fin 2021, c'est d'avoir 70 employés. Et on va monter en plus en capacité, vu que là, ça fait que quelques temps que les personnes qu'on accueille sont formées. Plus ça va, plus normalement, en fait, on devrait pouvoir produire, entre guillemets. Mais nous, idéologiquement, aux études de l'audace,
on veut pas être juste un moteur. En fait, on veut vraiment que les personnes puissent choisir leur avenir. On veut vraiment qu'ils puissent s'épanouir et que le bien-être soit au centre de nos priorités et non pas forcément la productivité. Donc c'est aussi une limite. Et enfin, l'insertion, c'est quand même encadré par un cadre légal qui prévoit 30 à 50% maximum d'autosuffisance, ce qui veut dire que les 50 à 70% restants, c'est de la subvention. Et il faut continuellement qu'on aille en chercher, continuellement qu'on trouve quelque chose qui corresponde à nos projets, à notre identité. Donc voilà. Il y a une question qui se pose aussi quand on vit un tel bouleversement et une telle réussite sur une année. Vous avez un fonctionnement de start-up aujourd'hui, on peut le dire, sur cette année 2020, avec ses difficultés aussi et ses surprises. Il y a une question qui se pose, c'est ce concept finalement association d'insertion avec l'ouverture d'ateliers de réparation proches finalement des utilisateurs. Il y a deux possibilités, soit vous décidez de le déployer et de créer vos propres ateliers et de grossir finalement l'association, de faire grossir l'entreprise, soit vous décidez de ce concept, vous le mettez en open source et puis finalement ce sont les autres, chaque citoyen dans chaque ville développera son atelier. Pourquoi ce choix, vous, de rester sous cette forme associative et de déployer vous-même et d'ouvrir vous-même les ateliers? Alors en fait, pour l'instant, il y a deux objectifs. Le premier, c'est un changement d'échelle, c'est-à-dire qu'actuellement, de notre analyse personnelle, il y a un changement au niveau de l'économie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, tout ce qui était filière du déchet, de second emploi, etc., servait majoritairement à créer des emplois dans l'insertion, comme par exemple Emmaüs, qui récupère ce dont vous ne voulez plus, Envie également, Rejouer également. Bref, il y a plein de structures qui se sont construites sur ce genre de filon. Sauf que ce qu'il y a, c'est que du fait de la crise environnementale et écologique, du coup, les grands noms de l'économie sont en train de se positionner sur ces filons-là. Plus ça va, plus ces filons de seconde main vont s'amenuire et disparaître. C'est normal. Par exemple, au niveau du vélo, on a donc Decathlon qui se positionne dessus, le Trocathlon également, Decathlon Seconde Vie, on a également Pro Bike Shop, il y a encore plein d'autres structures qui sont des géants du domaine qui se positionnent dessus. Donc en fait, alors, sur quoi? Sur l'activité réparation? Sur l'activité insertion? La captation des vélos de seconde main. C'est-à-dire que Atelier Audace, par exemple, fonctionne majoritairement avec des vélos qui nous sont donnés, qui sont issus des déchetteries, qui sont rangés à la cave, au grenier, et que les gens décident de se débarrasser. Et c'est ce qui fait 90% en fait de notre stock. On est réellement sur une volonté d'être dans un schéma vertueux où on récupère des déchets à qui on donne une seconde vie et de nouveau un usage. Sauf que ces pièces-ci, ces vélos-là, dans quelques années, en fait, vont être captés. Et c'est, voilà, le sens de l'économie, c'est une évolution, c'est normal. Et du coup, il y avait une vraie nécessité tout de suite maintenant, si on voulait pérenniser notre projet, à changer d'échelle pour pouvoir porter un message, pour pouvoir essayer de se faire entendre et pour pouvoir essayer de défendre encore une fois ce fonctionnement traditionnel de les déchets. Ça permet à des personnes qui sont considérées comme étant en marge de la société de trouver une place. Essayons de ne pas la détourner à nouveau, quoi. Donc nous, notre idée, voilà, c'est de se développer dans trois villes avec du coup des petites structures d'ici de là. Donc on est parti sur une quinzaine de structures en 5 ans. C'est le projet notamment du contrat impact. Par contre, on veut pas aller plus loin. C'est-à-dire que là, la donne, elle est très claire pour nous. On n'a pas de velléité à devenir un monstre national du cycle. On veut pouvoir avoir atteint une certaine taille qui nous permet, voilà, d'être indépendante, ou du moins c'est notre souhait. Et après, justement, de faire une espèce de franchise sociale. C'est-à-dire que si vous voulez créer vos ateliers de l'audace dans votre ville, où que vous soyez, en fait, dans ces cas-là, vous nous contactez et on vous remet, on va dire, une espèce de cahier des charges et de valeurs et de mode de fonctionnement. On vous accompagne dans la création et vous pouvez créer votre structure. D'accord, mais vous avez mesuré qu'avant de lancer ce concept de franchise, il faut que les ateliers de l'audace soient suffisamment forts et suffisamment gros pour pouvoir s'imposer un peu ou repousser un peu le marché, et notamment le marché des grosses entreprises aujourd'hui du cycle et du sport, c'est ça? Oui, il nous faut une identité et puis une promesse. C'est-à-dire que si on a on veut permettre à des personnes de nous rejoindre, faut qu'on leur apporte quelque chose. Ouais.
Quelle équipe là des ateliers de l'audace? Tu nous as pas présenté tes copains de jeu de cette aventure. Alors, il y en a déjà qui ont quitté l'aventure, mais sinon ceux qui restent et qui sont vraiment au cœur du projet, je citerai déjà donc Frédéric, Jocelyn et Sarah, qui sont donc des personnes que j'ai pu connaître dans mon parcours, notamment au foyer des sans-abri, et qui m'ont rejoint quand je leur ai dit je veux lancer un projet mais j'ai pas assez de bras, et qui m'ont dit clairement Priscilla, tu nous payes pas, on s'en fiche, on veut vraiment que le projet fonctionne, et qui ont bossé pendant plus de 6 mois sans être rémunérés. Et ça a été donc aujourd'hui nos premiers CDI, et ça a été et aujourd'hui ce sont eux nos encadrants. Donc voilà, donc c'est des personnes à qui j'ai pu transmettre mes connaissances, qui aujourd'hui sont eux-mêmes dans la transmission de connaissances aux personnes en insertion. Donc c'est ce qui, à mon sens, donne tout le sel d'Atelier de l'audace, quoi. Après, donc ça, c'est donc la partie technique, et la partie donc comité d'administration. Donc on a donc Laura Dubuis, Romain Giralt et Marlène Dussauge. Donc Laura Dubuis, je pense qu'on ne la présente plus, compétitrice hors pair dans le domaine du VTT, du pignon fixe. Elle est également contributrice pour le magazine, le webzine Elles font du vélo. Elle est également sur beaucoup de sujets féministes autour du cycle, et je pense que accessoirement, elle est comment ça s'appelle, professeur chercheur à Lyon 1 et à l'IFSTAR, donc sur les transports encore une fois. Donc quelqu'un de très 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 actif dans le domaine du cycle et dans le domaine voilà, du féminisme. Romain Giralt, qui est également donc administrateur à la Maison du Vélo de Lyon. Donc voilà, encore une fois très intégré dans le milieu associatif lyonnais. Et Marlène Dussauge, qui initialement était donc dans mon équipe de volley et qui est dans l'humanitaire, on va dire spécialisée sur le domaine de la Syrie, et qui voilà a été complètement sous le charme du projet Atelier Audace, et nous a rejoint. Comment est-ce que, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent et qui écoutent ton témoignage, Priscilla, se posent la question, euh, comment tu as décidé à un moment donné que ces personnes-là, qui ne sont pas forcément issues du domaine du cycle, mis à part Laura, mais comment tu as décidé que ces personnes-là allaient pouvoir t'accompagner, t'aider, t'apporter quelque chose, te conseiller, te faire grandir aussi dans cette aventure? Alors j'ai fait un pari fou, c'est-à-dire qu'effectivement quand on construit une structure, généralement on prend les compétences nécessaires aux besoins de la structure. Moi j'ai changé mon curseur. Je l'ai mis déjà sur des personnes qui étaient capables de me dire non. Parce que je peux être assez convaincante, et ce qu'il y a, c'est que j'ai vraiment besoin d'avoir des personnes qui ont du caractère en face, qui me permettent de me confronter au niveau de mon raisonnement. La deuxième chose, c'est que j'ai pris des personnes qui avaient un raisonnement qui était tout à fait étranger au mien, c'est-à-dire que Laura, Romain ou Marlène, on va tous les trois aborder un objet d'une façon différente. Et ça permet d'avoir une vision globale sur une situation, et la plus intelligente possible. Et la dernière chose, c'est les valeurs. C'est-à-dire que le projet, on a vraiment une volonté commune, très humaine, très sociale, écologique, etc. C'est un ADN qui est fort, et il fallait vraiment qu'il y ait des personnes qui le portent à 100%. Au-delà de ça, je vais pas vous mentir, c'est aussi des personnes à qui je tiens beaucoup. Oui. Toi, quel est, avant de terminer ce podcast, Priscilla, c'est quoi ton engagement écologique d'abord, social? Comment tu te positionnes aussi tu fais beaucoup de vélo, j'imagine? Oui, alors mon positionnement global, c'est que la possibilité crée la responsabilité. Ça, c'est si on peut faire quelque chose de bien sur quelques domaines que ce soit, il faut le faire en fait. Et au-delà de ça, si on veut que les choses changent, elles passent d'abord, on va dire, à notre échelle personnelle et indépendante en fait. Donc moi, je me lève tous les matins en me disant que la société dans laquelle on vit, elle a vraiment besoin d'amélioration, et que ces améliorations-là, en fait, je vais pas attendre qu'elles viennent de l'extérieur, je vais pas attendre que quelqu'un prenne les responsabilités à ma place. Je vais essayer chaque jour d'aller un peu plus loin et d'apporter tout ce que je peux apporter. Super. Je vais te poser les dernières questions, les questions cash qui ne coûtent rien dans Magnésium, si tu le veux bien. Ta. Si tu as un super pouvoir, ce serait lequel? Je voudrais arrêter le Covid pour qu'on aille tous boire des bières. Merci, ça j'adore. L'ESS est une économie financée par l'argent public. T'en penses quoi, toi, de cette remarque? Je pense que c'est une vraie nécessité. En fait, encore une fois, l'argent public, c'est c'est l'État, c'est celui qui doit normalement nous montrer un peu l'exemple, ou tout du moins nous donner une direction. Et c'est absolument nécessaire que cet argent-là aille dans des projets communs
qui servent la majorité et non pas, on va dire, juste l'enrichissement personnel de certains. Si tu pouvais transmettre un message au monde entier, ce serait quoi? C'est qu'aujourd'hui, pour changer nos sociétés, on a vraiment besoin de s'inscrire dans la différence. On a besoin de sortir des sentiers battus, on a besoin de sortir de nos habitudes. Et pour ça, il faut challenger tous les schémas, tous les schémas dans lesquels on a été inscrit jusqu'à présent. Il faut une vraie différence. Et cette vraie différence, on la trouvera que chez des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir œuvrer, de voir à l'œuvre, de mettre au centre de notre intérêt. Tu es dans l'idée de rupture, donc. Quelle est ta boule de cristal, à toi? Est-ce que tu en as une, d'ailleurs? Est-ce que tu regardes un petit peu l'avenir dans une boule de cristal? Voilà. Généralement, comment ça se passe? Je prends toutes les informations que je peux de partout. Et derrière, je mets tout ça dans mon petit cerveau et je laisse tourner la machine. Et parfois, il y a des idées qui sortent et parfois, il y en a pas. Et parfois, quand j'ai des choix à faire sur lesquels, en fait, on ne sait jamais si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est une bonne stratégie ou pas. J'essaie de faire confiance à mes tripes et je me dis que mes émotions, généralement, c'est ce qu'il faut suivre. C'est la seule chose que je regretterais pas d'avoir suivi. Qui t'inspire dans la vie? Les personnes que j'aime, les personnes qui sont autour de moi, les personnes qui sont à l'atelier. Tous les jours, ils me surprennent. Tous les jours, ils vont plus loin. Et je continue de penser qu'il y a des personnes qui sont tout à fait extraordinaires et dont il y a vraiment une nécessité de faire reconnaître la valeur. Et enfin, dernière question, est-ce que tu as une lecture que tu aimerais partager avec nos auditeurs là aujourd'hui? Une lecture. Oui, alors le dernier livre que j'ai lu qui m'a vraiment beaucoup chamboulé, c'est L'Art de perdre de Alice Zeniter. C'est un bouquin assez incroyable qui met vraiment en lumière des mécanismes sociétaux et qui nous permettent d'avoir des clés de lecture par rapport à l'actualité, certaines ruptures sociales que je trouve assez incroyables. L'Art de perdre, Alice Zeniter aux éditions Flammarion pour ceux qui seraient intéressés. Merci beaucoup. Merci Priscilla pour ce témoignage, pour cet échange, pour ces tuyaux aussi que tu nous partages. Je t'en prie, avec plaisir. Si jamais ça peut servir à quelqu'un, n'hésitez pas, saisissez-vous-en. Retrouvez Magnésium avec Priscilla Petitjean en replay sur liondemain.fr ou sur l'une de vos plateformes de podcast préférées, Deezer, Spotify, etc. Ainsi que sur ma chaîne YouTube, Marilyn en live. Merci de votre écoute. N'oubliez pas, si vous pensez que Priscilla peut donner des ailes à d'autres porteurs de projets, n'hésitez pas à partager ce podcast, surtout partagez sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous. Merci à tous, merci encore.